Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Dutheil accueille les experts. Bienvenue dans Les Experts sur BFM Business. Une fois de plus, énormément de sujets à décrypter. On va consacrer une grande partie de ces experts à ce fameux report de l'écotaxe et surtout à toutes ses conséquences. Et on reviendra également sur l'arrivée de Criteo sur le Nasdaq et plus largement sur le boom en ce moment de ces introductions en bourse, que ce soit aux États-Unis, mais également, fait là assez nouveau, en Europe et en France. Soyez bien avec nous sur BFM Business, ce sont les experts. Et les experts du jour, notamment Guillaume Dard. Bonjour Guillaume. Bonjour. Président de Montpensier Finance, société de gestion et conseil en investissement. On est également avec Christian Poyot. Bonjour. Bonjour à tous. Le PDG de Micropole qu'on retrouve régulièrement également autour de cette table des experts. Et on est également avec Charles Gave. Bonjour. Bonjour. Le président de l'Institut des Libertés, qui est donc également l'un de nos experts aujourd'hui. Alors bien évidemment, le report de l'écotaxe et toutes ses conséquences, c'est ça qui va principalement nous occuper. On va essayer d'aller un petit peu plus loin, puisqu'on a vu ce matin que du côté de la majorité, on commence à dire qu'il y a peut-être des questions autour de la signature du contrat avec Ecomove, ce fameux conglomérat qui a mis en place cette écotaxe. Est-ce que ça vaut le coup, Guillaume Dard, on va commencer avec vous, oui, de lever des questions, comme disait Christian Eckert avec Stéphane Soumier ce matin. C'est formidable, on ne peut pas quand même décaler le débat. Le débat de fond, c'est le ras-le-bol fiscal en France, et ça s'appelle la politique du spin. Ça avait été inventé en Grande-Bretagne autour de Tony Blair, c'est-à-dire que quand on a un éléphant dans la pièce, on essaye de trouver une histoire pour dériver le sujet. Je n'ai aucune idée de la façon dont ce contrat a pu être négocié, mais ça a l'air d'être un contrat d'infrastructure comme il s'en développe. Le sujet numéro un. L'une des questions, c'est que ce contrat a été signé c'est ce qu'on appelle le jour du départ de l'équipe de Nicolas Sarkozy, et c'est l'un des points qui peut-être... Non mais nous, on fait ici de l'économie, et donc et pas de la politique, donc moi je vais répondre sur le sujet économique. Ça illustre simplement, je vais aller rapidement, le problème du ras-le-bol fiscal en France. Vous savez, on nous dit toujours il y a 56-57% de dépenses publiques et il y a 46, 47, 48 de recettes. Et il y a 4% de déficit, ça colle pas, hein, ça fait 8 points différents. Si vous allez sur le site d'Eurostat, eh bien vous verrez que officiellement les prélèvements fiscaux, les revenus du gouvernement, ils sont déjà à peu près à 51,5% en France dans l'année précédente. Donc probablement on est à 53. On a dépassé les 50% de prélèvements en France. Donc c'était bien de reporter, de suspendre cette écotaxe. Je reste là sur le sujet global. Il y a trop de taxes et donc c'est celle-là, c'est la dernière, le brin de paille qui brise le dos du chameau. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On y est. Est-ce que c'est vraiment ça le sujet majeur? Je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que ça correspond à un état d'esprit du pays de ras-le-bol. Christian Poyot. Je vais dans le même sens que Guillaume Dard, évidemment. Moi, l'écotaxe en elle-même, moi, je trouve l'idée intelligente. Il est clair que l'environnement est une problématique qui s'impose à tous, et de dire que d'une manière ou d'une autre, on va essayer de réguler le transport routier, non pas de le supprimer, en tout cas de l'orienter plus vers le rail, etc. Tout ça sont des sujets tout à fait intéressants. Donc l'écotaxe, à la base, est une idée qui se défend parfaitement. D'ailleurs, elle existe en Allemagne ou d'autres pays. Simplement, c'est ce que vient de dire Guillaume, c'est une notion de ras-le-bol. Ce qui est exprimé aujourd'hui par finalement des chefs d'entreprise, des agriculteurs, etc., c'est de dire mais on n'en peut plus. Donc que ça soit l'écotaxe ou la taxe X ou Y, c'est tout simplement, on est en train de crever par rapport à ça. Je discutais avec quelqu'un qui est dans le secteur des transports qui me disait mais on nous parle du CICE. Moi, si l'écotaxe est mis en place, ça annihile complètement le CICE. Parce qu'en moyenne, on estimait que c'était 3,7 à 4% d'augmentation des prix, cette écotaxe en moyenne. Donc dans certains secteurs, ça tue complètement les entreprises. Il y a une image qui circule dans le monde patronal en ce moment qui est assez utilisée, c'est l'image de la grenouille. Vous savez, on met une grenouille dans de l'eau chaude, elle sort en courant. Par contre, vous la mettez dans l'eau froide, vous faites monter la pression, elle ne se rend compte de rien, elle va crever. Les entreprises françaises sont dans de l'eau qu'on fait progressivement monter en température, et là, tout le monde est en train de crouler sous la charge des impôts. Donc voilà, c'est vraiment un schéma d'exaspération et qui ne va pas s'arrêter par rapport à l'écotaxe ou à toute autre chose. Charles Gave, votre sentiment, vous qui avez de temps en temps un œil un peu plus extérieur, parce que vous ne vivez pas tout le temps en France, comment vous vivez ça? Vous vivez à Hong Kong? Je vis à Hong Kong. Mais si vous voulez, d'abord à Hong Kong, la situation est très simple. Les déclarations d'impôts sont très simples. Vous avez
une carte postale, vous dites, on vous demande combien avez-vous gagné cette année, enlevez 15%, envoyez-le nous, merci beaucoup. Donc si vous voulez, c'est quand même, on n'a pas ces papiers à remplir. Je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que dans un système économique, la quasi-totalité des phénomènes sont réglés par quelque chose qui s'appelle la loi de Pareto, c'est-à-dire que 80% de l'alcool est bu par 20% des gens, 80% des accidents de la route sont faits par 20% des gens, etc. C'est la loi des 80-20. 80% des richesses en France sont créées par 20% des gens qu'on appelle les entrepreneurs. Si on continue à les massacrer, il ne faut pas s'étonner que la croissance n'arrive pas. Si vous tuez les entrepreneurs, et c'est un des grands défauts du socialisme, c'est qu'ils ne comprennent pas la notion d'entrepreneur. Ils pensent qu'on peut remplacer un homme par un autre parce qu'on peut remplacer un énarque par un autre. Mais parce ils sont tous pareils. Mais si vous voulez, l'entreprise, c'est une vocation, c'est presque une vocation de nature religieuse. Vous cherchez à rendre service aux autres. Si on vous empêche de le faire en vous prenant tout votre argent, eh ben, le pays tombe en faillite. Tuer les entrepreneurs et vous n'avez plus rien. C'est ce qu'avait dit très bien Saint-Simon. Et Guillaume Dard, c'est un peu ça vraiment la question en oui, ce moment. Charles pose la question fondamentale. Et alors, ceci étant dit, ça a l'air d'éloigner de la Bretagne. Non, parce que la Bretagne est une terre d'entrepreneurs. Et on peut être un grand entrepreneur, je ne sais pas, comme un monsieur Pinault, mais on peut être ou un Bolloré qui dit que tout est parti de la Bretagne et tout revient toujours à la Bretagne. Et on le voit aujourd'hui avec Blue Solutions. Très grands entrepreneurs, mais il y a des petits entrepreneurs, des artisans. Et donc c'est intéressant que on sent bien justement que c'est un mouvement de contestation qui vient de gens qui sont en tout cas très entrepreneurs de tempérament, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, qu'ils soient transporteurs. Les transporteurs routiers, ce sont des entrepreneurs. Il faut être très courageux. Alors, même si évidemment on peut défendre l'écotaxe, mais on pourrait avoir l'écotaxe si on n'avait pas toutes les autres taxes. Et donc, c'est la position que soutient Christian Poyot. Je suis tout à fait d'accord. C'est que l'écotaxe, c'est probablement intelligent, mais à condition. Mais on en revient de toute manière. Mais il faut enlever 20%. On a une surcharge. Mais c'est la même chose pour les salariés. Je pense qu'on va avoir le même sentiment de révolte chez les cadres. Hein, les cadres aussi. La différence de la feuille de paye entre le net et le brut, c'est-à-dire que le cadre vend sa force de travail. Il coûte 200 entre guillemets à l'entreprise, il n'en touche que la moitié avant impôt. Donc tout cela, ça va être difficile à supporter. Et dans la compétition internationale, c'est pour ça qu'on perd du terrain tout le temps. Christian Poyot. Je pense agaçant, énervant, pour y rester dans les termes assez soft, c'est qu'on a le sentiment que le gouvernement pilote uniquement par de la réforme fiscale. C'est un grand mécano fiscal. Je vais mettre un sparadrap ici, je vais retirer 1% là, je vais en rajouter 2, etc. Les réformes structurelles, les réformes du droit du travail, du coût du travail, de la baisse des charges publiques, etc. Là, honnêtement, on ne voit rien, ou c'est vraiment excessivement à la marge. Donc... Et du coup, quand le gouvernement la renvoie en ce moment beaucoup, on va faire des assises de la fiscalité en décembre. Est-ce que vous en attendez quelque chose ou ça va être comme les assises de l'entrepreneuriat? Des impôts en plus. Écoutez, je pense que le monde patronal est toujours ouvert à la discussion, comme on le dit de manière générale. Faut être tout à fait franc, beaucoup d'entrepreneurs n'attendent strictement rien. Si vous voulez. On a vu ce qui s'est passé sur l'impôt qui a été discuté cet été sur la valeur, pas la valeur... Sur le BE, sur l'excédent brut d'exploitation. Si on discute de ça, et puis après on dit qu'il y a les assises de la fiscalité. Enfin, de toute façon, les assises de la fiscalité, si c'est juste pour régler la fiscalité, il faut la baisser. Point à la ligne. Il faut la baisser comment? En baissant le coût du travail et également en réformant le coût de fonctionnement de l'État. Donc, je veux dire, les solutions, globalement, on les connaît. Donc, faire des assises, pourquoi pas, discutons-en. C'est vrai qu'on est très sceptique sur ce qui peut en déboucher. Charles Gave. Vous savez, c'est un État qui a beaucoup de mal à se réformer parce que, comme je l'ai dit la dernière fois que j'étais passé chez vous, à partir du moment où vous avez la quasi-totalité des gens dans le système... Essayez de vous rapprocher un tout petit peu du micro. La quasi-totalité des gens dans le système politique qui sont des administratifs, qui sont des gens qui ont été élus parce qu'ils sont fonctionnaires. Si vous aviez une chambre de garçons coiffeurs, eh ben, elle prendrait des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Réformer l'État, ça veut dire s'attaquer aux privilèges de la fonction publique qui sont nombreux et variés. Or, comme ils dominent les pouvoirs politiques et administratifs partout, vous demandez à des gars de commettre un suicide. Donc la réalité, c'est que la première réforme qu'il faut faire, avant même de changer à une réforme de l'État, c'est de faire ce que font les trois grandes démocraties les plus anciennes du monde, la Suisse, les États-Unis et la Grande-Bretagne, interdire aux fonctionnaires d'être élus. Ils peuvent être élus, mais à ce moment-là, ils abandonnent la fonction publique pour toujours. À partir de ce moment-là, une réforme de l'État sera jouable. Mais tant que vous avez les pouvoirs publics qui sont détenus par les fonctionnaires, vous ne pouvez pas attendre de ces gars-là une réforme de l'État.
il faut pas être suicidaire, quoi. Mais Guillaume Dard, quand justement Christian Poyeux nous disait on est à un niveau de ras-le-bol fiscal qui dépasse l'entendement, est-ce que c'est pas aussi presque une bonne nouvelle dans le sens où l'État va devoir prendre des décisions pour... Ça va être un moment intéressant. Alors, si on écoute Charles, évidemment, on peut s'inquiéter un peu parce que ça va être extrêmement difficile pour ceux qui sont élus pour défendre les intérêts de leur base électorale, de faire le contraire de ce que souhaite leur base électorale. Donc, ça va être très difficile. Et alors, est-ce qu'on va avoir un rappel à l'ordre européen? C'est ça le sujet. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, au-delà du problème politique intérieur qui focalise... Parce que rien que l'écotaxe, ça va coûter au bas mot 250 millions d'euros cette année. Donc, à Bruxelles, on doit regarder ça de près. C'est-à-dire qu'on a des engagements, on a eu un délai de grâce en France pour réduire le niveau du déficit. Toutes les valses hésitations, c'est-à-dire les tentatives de l'État de compenser par des hausses d'impôts, visiblement ne passent plus. Il n'y a rien encore de réel sur le front de la dépense. On va probablement être appelé à l'ordre par Bruxelles. Alors l'Allemagne actuellement est dans un silence assourdissant. Angela Merkel essaye d'avoir un gouvernement. Oui, essaye d'avoir son gouvernement. C'est le coup de chance français, mais le rappel à l'ordre va venir à un moment ou à un autre. Et donc ça, la seule chose qui est en plus, enfin la chose complémentaire qui est grave dans la situation actuelle, c'est que ça pourrait réveiller la crise européenne. C'est-à-dire que si vraiment la France manifeste devant toute l'Europe son incapacité à aller dans un sens et dans l'autre, elle ne peut plus aller vers plus d'impôts. Enfin, elle peut toujours essayer, mais il y a un blocage. Là, on pourrait réveiller la crise européenne, et ça, ce serait vraiment la mauvaise nouvelle, que ça soit d'ici que proviennent des ondes de choc. Est-ce que le problème, c'est pas aussi la lisibilité de l'impôt? Aujourd'hui, on ne sait plus du tout à quoi servent les prélèvements qui peuvent être faits, et puis on a aussi l'impression que plus on crie, plus de toute manière, le gouvernement reculera. Donc c'est un peu la prime à celui qui va crier le plus fort pour faire éliminer sa taxe. Alors il y a deux choses dans ce que vous dites. La première, c'est effectivement la lisibilité de l'impôt. Moi, je suis frappé. Tout est imposé. Réfléchissez bien, quoi que vous fassiez, alors je ne parle même pas des entreprises, même à titre privé, dès qu'il y a quelque chose, il y a un impôt. On est vraiment les rois là-dessus. On peut respirer encore, hein. Oui, mais pour combien de temps, je ne sais pas, mais c'est symptomatique. Vous faites quoi que ce soit, acheter quelque chose, développer quelque chose, il y a toujours un impôt. Bon, personne ne conteste le fond, mais l'impôt, ça sert à quoi? Ça sert en partie à redistribuer la richesse, et puis surtout à mener des actions publiques qui sont pour le bien de chacun, si je veux dire. Voilà. Et là, on voit plus, il y en a tellement, je veux dire, que ça étouffe complètement. Bon, donc ça, c'est quand même le point principal qui gêne tout le monde. Vous sentez aujourd'hui les chefs d'entreprise complètement engorgés, asphyxiés par cette idée de... Alors ça date pas d'hier, faut pas se raconter de bêtises, hein, ça fait 20 ans. Mais c'est vrai qu'on sent là depuis quelques semaines que tout l'énervement qu'avait pu être sort. Ça monte. Je reprends mon image de la grenouille, si vous voulez, on sent l'eau qui monte, on est à des niveaux vraiment inatteignables. Après, il y a ce sujet d'énervement. Alors, et c'est vrai que ça fait quand même plusieurs fois que le gouvernement recule. Dans certains cas, d'ailleurs, il a raison de reculer, mais là, on voit bien, il fait quelque chose, je recule. Il fait quelque chose, je recule. Bon, il est évident que tous les lobbies, quels qu'ils soient, de tous les secteurs, vont se dire, bah allons-y, on va mettre de la pression. Donc, on ne s'en sortira pas, encore une fois, sauf réforme systémique. Est-ce que le gouvernement a la volonté et la capacité de le faire à l'instant T? J'en doute un petit peu. Il n'a pas été élu sur ça, hein, faut pas dire des bêtises. Et puis encore une fois... il a été élu en partie sur un programme quand même qui promettait de revenir à un équilibre. Le programme, ça a été faisons payer les riches. D'accord, on va faire payer les riches et le problème est réglé. C'était ça le problème. Hein. Faut dire les choses tout à fait. Donc là, on n'y est pas. Charles Gave. On est juste vraiment dans taxer tout ce qui bouge, réglementer tout ce qui bouge encore et subventionner tout ce qui bouge plus. Et c'est le sentiment qu'on a. Et la France est en train d'être le mauvais élève de la classe européenne. Charles Gave. Mais il y a eu une déclaration intéressante qui a été faite ici. L'impôt, il peut avoir trois justifications. Payer des services qui bénéficient à tout le monde, le cas échéant, financer des transferts sociaux que la population accepte par solidarité nationale, et troisièmement, punir. Or, si vous voulez, les deux premiers peuvent se discuter dans une démocratie. Le troisième, qu'il s'agit d'une application de la jalousie, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire d'une société fondée sur la jalousie qui n'ait pas explosé. Donc, si vous voulez, l'envie n'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez bâtir l'affection sociétatiste qui unit un pays. Or, ces gens-là ne passent leur temps à promouvoir l'envie, la haine de la classe en face, comme leur principal produit. Eh bien, écoutez, je trouve que moi, je ne me sens pas en... Donc vous n'êtes pas prêt de rentrer en France? Si, j'ai bien l'intention de rentrer en France, parce qu'à partir de maintenant, il va falloir faire entendre sa voix. Vous savez, il y avait Burke, qui était un philosophe anglais, qui disait « Rien de mal peut arriver à un pays si des gens d'honneur se lèvent et parlent au bon moment ». Je me demande si le moment de parler n'est pas arrivé.
Je rappelle que vous êtes président de l'Institut des libertés, justement, ce qui peut être un organe de parole. Peut-être, quand même, juste pour revenir à ce système quand même de l'écotaxe, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème avec ce qui se passe, c'est que ça peut peut-être remettre en cause tous les partenariats publics-privés qu'on avait pu exister, est-ce que c'est le cas, là, c'est un conglomérat privé qui avait mis en place cette écotaxe. Si des questions, comme le dit la majorité, sont posées, est-ce que ça met de côté les questions posées par le côté politique, on regarde l'aspect économique. C'est intéressant pour le public qui n'est pas le meilleur allocateur de ressources de s'associer au privé pour faire un certain nombre de projets et qui lui évite, surtout quand on n'a plus d'argent, d'avoir l'investissement à mettre en œuvre. On a inventé et augmenter la dette. Donc, ça s'appelait les fermiers généraux autrefois. Hein. Voilà. Il n'y a rien de bien nouveau sous le soleil. Donc il y a la version fermiers généraux. Aujourd'hui, on espère que c'est un peu mieux géré, un peu mieux contrôlé que les fermiers généraux. Mais par exemple, en Grande-Bretagne, on le fait beaucoup. Ça permet de financer un certain nombre d'infrastructures, d'espérer que ça soit compétitif et de réduire le coût de fonctionnement pour l'État. Et là, il s'agissait d'infrastructures. Donc on voit bien d'ailleurs que le gouvernement doit être très coincé parce que d'un côté, politiquement, il faut qu'il suspende il faudrait mieux qu'il fasse cesser cette écotaxe s'il veut faire arrêter le mouvement. Et de l'autre, s'il annonce que l'écotaxe est fini, il est face à un engagement financier très significatif avec des financements bancaires. Ça a été financé par les banques, toutes ces infrastructures. Mais c'est pareil, si on se met dans la position d'un chef d'entreprise, là, Christian Poyot, c'est à vous que je vais poser la question, quand on reporte un projet ou un produit, est-ce qu'on peut ne pas donner de durée? C'est-à-dire que là, on nous dit, on suspend, mais on ne met pas de cadre au temps de la discussion. Je vais apporter une réponse chez l'entreprise. Oui, quand on a un projet d'investissement qu'on est amené à décaler, alors on essaye de donner une limite dans le temps. Maintenant, si on n'a pas l'information, le propre de tout chef d'entreprise, c'est d'être pragmatique. Donc, s'il n'a pas l'information, il donne pas l'information. Ça, c'est peu importe. Donc, je reviens sur le principe même de la taxe. Finalement, le sujet, c'est quoi? C'est de dire les transports routiers sont peut-être trop importants en France, il faut essayer de les rediriger vers autre chose. Bon, très bien, encore une fois, moi je comprends tout à fait ce principe-là. Ce qui vient immédiatement à l'esprit, c'est quand même le transport ferroviaire, qui évidemment est beaucoup moins polluant d'une manière générale. Mais au lieu de dire on va essayer de faire que le transport ferroviaire devienne compétitif et donc que les entreprises d'elles-mêmes s'orientent vers le transport ferroviaire au lieu de prendre le transport routier, on ne va pas dans cette logique-là et on taxe le transport routier. Il y avait un reportage chez un de vos confrères là, en début de semaine sur ces sujets qui montrait que le coût de transport alors peu importe d'une tonne de produits, etc., en ferroviaire c'était 600 € et en routier c'était 200 € plus la flexibilité. On comprend évidemment, le chef d'entreprise dit il n'y a pas photo, je vais prendre ça. Pourquoi? Parce que derrière tout le système de fret français, il y a un système qui est à bout de souffle, qui est complètement pas géré, etc. Donc voyons, au lieu de traiter les vrais sujets, de dire on va chercher à améliorer ça, donner des vrais pouvoirs, créons des sociétés privées qui, j'en suis sûr, développent les sujets, ben non, on met une taxe sur les entreprises qui, elles, utilisent le routier. On est dans le système, encore une fois, on taxe au lieu de développer l'entreprise. Et donc ça s'appelle l'octroi, et l'octroi, c'est ce qui a fait provoquer à la fin la Révolution française. Eh bien, ça sera le mot de la fin pour cette première partie, parce que vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la suite de ces experts sur BFM Business. Emmanuel Dutheil et les experts sur BFM Business. Allez, c'est reparti pour ces experts sur BFM Business. Je vous les représente rapidement. Vous les connaissez déjà bien. Guillaume Dard, le président de Montpensier Finance, qui est avec nous. On est également avec Christian Poyot, le PDG de Micropole, société spécialisée en conseil, ingénierie et formation dans les domaines de la business intelligence. Et on est également avec Charles Gave, le président de l'Institut des libertés, qui est notre troisième expert aujourd'hui. Alors, on a beaucoup parlé de l'écotaxe dans la première partie de ces experts. Très rapidement, on va s'intéresser au travail du dimanche. Je ne sais pas si vous avez pu entendre ce matin Bompard, qui était l'invité de Stéphane Soumier, le patron de la FNAC. Alors déjà, interview en tant que telle très intéressante. Je vous assure que si vous aviez un doute, il nous laisse presque croire que la FNAC a un avenir. Donc déjà, au minimum, c'est un très bon communicant. Mais surtout, il nous a dit sur le travail du dimanche qu'eux, ils sont extrêmement intéressés. Il dit, mais pourquoi Amazon a le droit d'ouvrir le dimanche? Et il nous a donné un chiffre que j'ai trouvé intéressant. 20% du chiffre d'affaires d'Amazon est fait entre le samedi soir 20h et le lundi matin. Tout ça s'inscrit dans le débat actuel. On a eu hier Casto et Leroy Merlin qui vont pouvoir rouvrir le dimanche contre Bricorama. Qu'est-ce que ça vous inspire, Guillaume Dard? Qu'on est dans un monde global qui bouge très vite et qui remet en cause un certain nombre de principes, dans certains cas millénaires. Donc je comprends ceux qui disent le 7e jour, Dieu a dit qu'il fallait se reposer. Et de l'autre, face au déferlement Internet, il y a des problèmes d'emploi en France qui demandent quand même de l'adaptation. Et puis il y a des étudiants qui ont besoin de job, donc c'est à la fois le travail le week-end, le travail le soir. Donc il faut un fonctionnement différent de la société française, il n'y a aucun doute. Donc ouvrons-nous au grand vent du large.
Christian Poyot. Oui, c'est un symbole de la société française qui est figé, quoi. Effectivement, on est dans le 19e siècle. Le dimanche, c'est réservé à tout ce qui n'est pas marchand. Enfin, on marche vraiment sur la tête. Mais après, encore une fois, je trouve que le gouvernement va pas assez loin. Il interdit l'ouverture le dimanche du bricolage, mais pourquoi pas aussi des musées ou de la télévision. C'est pas bien de travailler le dimanche à la télévision. Faut tout fermer le dimanche. On reste chez soi, on ferme les fenêtres, on éteint tout et on va se coucher. Enfin, c'est tellement risible. C'est tellement risible. On est assis sur des positions complètement d'arrière-garde et qui, encore une fois, par contre, ne créent pas d'emploi. Donc voilà. Charles Gave. On retrouve toujours le même syndrome français, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de syndicats dits représentatifs qui sont arrivés après 1945 et qui s'arrogent le droit d'empêcher les Français de faire ce qu'ils veulent, et donc ils sont attentatoires à la liberté individuelle. Et ces gens-là représentent peut-être 2 à 3% des gens qui travaillent dans ces magasins. Donc je me dis simplement, qui a donné l'autorisation à ces syndicats d'être représentatifs? Ce qui rend quelqu'un de représentatif, c'est l'élection. Qu'on retourne à l'élection, qu'on enlève cette survie de 1945 et qu'on empêche cette saloperie. On met peut-être un quorum un petit peu plus élevé pour obliger certains... Cette saloperie des syndicats représentatifs qui bloquent tout dialogue social en France. Et ben voilà, en tout cas pour le... Guillaume Dard, vous vouliez ajouter une dernière chose? Mais restons là aussi sur l'aspect économique. C'est-à-dire que sur l'aspect économique, le fait, face au numérique, ça c'était pas prévu au moment en tout cas de 45. Et donc, et au moment d'un certain nombre de mises en place de règlements sociaux dont on peut comprendre à ce moment-là qu'ils avaient été un certain contre-pouvoir dans une société qui était différente. Mais dans la société française actuelle, qui est quand même, où on peut dire qu'il y a quand même un droit du travail qui était... relativement conséquent. Il y a déjà un nombre de pays qui est très rigide et qui est le plus épais du monde. On a l'impression qu'il faut quand même arriver à assouplir le système, parce que là aussi, sinon, on arrive sur le point de rupture sur l'aspect fiscal. Mais sur l'aspect non-emploi, emploi, avec les modifications de la société française, où il y a quand même beaucoup de jeunes qui n'ont pas de travail, et il faut qu'on donne de la souplesse au système, sinon et des vieux. On va avoir une double explosion. Et les gens qui vont avoir besoin, les retraites ne vont pas être formidables. Non seulement ça, mais il y a des tas de gens de 50 ans qui n'ont pas de boulot. Oui. Moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'un type de 50 ans en pleine forme de l'âge n'ait pas de travail. Je trouve ça absolument inimaginable. C'est-à-dire qu'à Hong Kong, il n'y a pas de droit du travail, il n'y a pas de chômage non plus. Hein. Et on le compte. Ouais, mais c'est en même temps, du point de vue sociétal, on est une société très individualiste, on veut laisser aux gens la liberté d'eux, et puis là, comme ça a été dit, il y a quelques pourcents, les syndicats, je crois que c'est 4 ou 5% effectivement de représentation des salariés, qui bloquent le principe. Enfin, on marche vraiment, c'est encore une fois, je pense, un totem, une vache sacrée de pourquoi la France ne bouge pas. On est assis sur des choses complètement... Oui, surtout qu'on se rend compte que quand on négocie au sein de l'entreprise, avec les syndicats, c'est malgré tout souvent plus simple, parce qu'ils connaissent la réalité de l'entreprise. Parce qu'ils ont la pression des salariés qui disent, eux, nous, on a envie de bosser. Alors, on a envie de bosser parce qu'effectivement, peut-être c'est plus payé. Et puis, on peut comprendre aussi certaines personnes qui disent, moi, finalement, travailler le samedi et le dimanche, ça ne me gêne pas. J'ai moins de contraintes familiales. Surtout si vous êtes musulman. Et en plus, le musulman, le jour sacré, c'est le vendredi. Oui. Pour les juifs, c'est le samedi. Pour les chrétiens, c'est le dimanche. Alors, pourquoi le dimanche? Donc on voit Est-ce qu'on n'est plus un pays chrétien? On est un pays laïque. On est dans une société qui est assez qui aime les libertés sur le plan sociétal, ce qui est une bonne chose et ce qui est reconnu à la France. Donc c'est paradoxal que de l'autre côté, sur le plan économique, on veuille être une société extrêmement conservatrice et très fermée. Et ça, on est très heureux d'avoir la plus grande démographie, la démographie la plus puissante en Europe, mais pour cela, il faut que ça fonctionne sans que ça soit une explosion des transferts sociaux ou une explosion de la jeunesse. Il faut absolument arranger les choses. Sinon... J'avais un ami américain qui disait qu'en France, 2 adultes consentants peuvent tout faire l'un avec l'autre, sauf travailler l'un pour l'autre. Ce sera le mot de la fin pour ce dossier du travail le dimanche. Allez, on va devenir un peu plus positif parce que c'est quand même une journée d'introduction en bourse avec des deux côtés de l'Atlantique 2 symboles peut-être quand même français, avec ce symbole Criteo. Alors là, on est dans le domaine du ciblage pour la publicité sur Internet. Une société qui s'est vraiment créée, ce qui est assez marrant, au début aux États-Unis. Le patron est revenu en France pour développer son entreprise, mais qui va se coter quand même sur le Nasdaq. Et on a par ailleurs aujourd'hui la division des batteries électriques de Bolloré, Blue Solution, qui également s'introduit du côté de Paris. Mais on va peut-être plutôt s'intéresser au symbole Criteo. Nous aussi, d'une certaine manière, on est capable d'avoir notre Facebook, Guillaume Dard? Oui, je crois que c'est vraiment un entrepreneur formidable. Et ce qui est intéressant pour ceux qui ont un peu suivi son parcours, c'est que le business model de Criteo aujourd'hui n'est pas le business model pour lequel il a créé l'entreprise. Et qui sera peut-être pas le business model de demain non plus. C'est cette capacité
qualité, c'est ce que disait Charles tout à l'heure, c'est la qualité de l'entrepreneur, c'est celui qui a la capacité à lire le monde et à essayer de produire, de trouver ce qui va intéresser le consommateur, le client. Et il est allé en Asie aussi, il a vécu en Asie. Donc c'est un serial entrepreneur, en fait. Voilà. Il avait déjà créé des entreprises. Et c'est cette capacité à connaître les trois, de se développer sur les trois zones qui est admirable. Mais qui en doute? Alors ça rappelle le Business Object, hein, donc encore une fois bravo par rapport à ça. Le fait qu'il aille ce côté aux États-Unis, c'est pas choquant, parce qu'évidemment il y a un marché domestique de 400 millions unifié la même langue, donc c'est somme toute relativement logique. Mais on a l'air surpris de découvrir qu'il y a des entrepreneurs français qui sont capables de ce genre de choses, mais pas du tout. La France est un pays d'entrepreneurs, on a inventé le mot. Hein. Ah oui, vous connaissez la blague, vous vous souvenez de la blague. La blague, c'est quand Bush dit c'est bien que les Français trouvent un mot en français pour dire entrepreneur. Et alors on dit, mais non, c'est français. Et c'est vrai que c'est Jean-Baptiste Say qui l'a défini au début du XIXe siècle, qu'il y a 100 ans, au début du XXe siècle, la France était l'endroit où il y avait le plus d'entrepreneurs au monde. On a créé les industries automobiles, l'aéronautique. Donc on n'a pas besoin d'école d'entrepreneuriat, comme ça a été suggéré. Ça n'existe pas d'ailleurs. Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc le terreau est là, les gens ont des idées, on sait faire plein de choses. D'ailleurs, il y a plein de gens aussi qui de toute façon créent maintenant l'entreprise à l'étranger. C'est un peu désolant de voir que beaucoup de jeunes aujourd'hui choisissent de créer leur entreprise. Ce qui est souvent, notamment dans le secteur informatique, on se rend compte que souvent les gens ont réussi une première fois en France, mais la deuxième boîte, ils la lancent en Asie ou aux États-Unis. C'est un secteur que je connais bien. Nous, on fait 30% de notre chiffre d'affaires à l'export. Moi, je repars en Chine, comme je le disais hors antenne tout à l'heure. Le développement, il est plus à l'étranger qu'il est malheureusement en France. Donc, on a ce terreau de gens qui ont des envies, des idées, etc. Maintenant, simplement, on ne l'exploite pas du tout et on revient. Je boucle à chaque fois, je suis désolé, sur le coût du travail, le droit du travail et le temps de travail. Tout le temps qu'on ne sortira pas de ça, on ne profitera pas du vrai potentiel de création d'entreprise en France. Moi, si vous voulez, j'ai créé toute une série d'entreprises dans ma vie. Et il y a quelque chose de tout à fait évident, c'est que les gens français dans ces entreprises, j'ai eu à peu près toutes les nationalités de la Terre, sont toujours parmi les tout meilleurs. Ils n'ont pas une grande capacité à travailler les uns avec les autres. Ce n'est pas des Suédois qui travaillent facilement les uns avec les autres. Ils sont souvent des francs-tireurs. Mais ça n'empêche, ils ont des idées, ils sont originaux, ils sont extraordinairement travailleurs. Il n'y a qu'à regarder la France. La France est un pays superbe qui a créé de la beauté partout et toujours. Si vous voulez entreprendre, c'est créer de la beauté, c'est créer un service, c'est créer quelque chose qui rendra service à quelqu'un d'autre. Et donc, je me dis, mais c'est tout à fait extraordinaire que ce pays qui a naturellement vocation à créer de la beauté est bridé par une classe politique et administrative qui crée de la laideur et de la lourdeur. C'est tout à fait extraordinaire. Le peuple français est passionnant. Donc on complète le message. Il faut donc qu'il y ait une réglementation qui soit globalement plus favorable. Il y a un terreau d'entrepreneurs, mais à côté il faut des capitaux. Et donc le deuxième volet qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le fait que l'augmentation permanente de la taxation de l'épargne est extrêmement grave, parce que Jean-Marc Daniel le rappelle quasiment tous les jours sur cette antenne, c'est l'épargne, c'est clé pour avoir des comptes extérieurs qui soient équilibrés. C'est clé quand on sait qu'il y a un problème de retraite et que heureusement il y a un allongement de la durée de la vie. Donc taxer l'épargne. Et alors il y a une phrase qu'il faut vraiment éliminer, c'est de dire il y a trop d'épargne en France. C'est ahurissant. D'abord sur l'épargne, sur à peu près 17%, la moitié c'est de l'immobilier, mais c'est pas de l'immobilier en investissement, c'est du remboursement de crédit immobilier pour une très grande part. Donc ça ne sont pas des capitaux qui sont à la disposition des entreprises. Et donc on n'a pas de fonds de pension, on a un manque d'épargne en France. C'est clé. Et pour cela, donc il faut retenir dans l'histoire Criteo, Criteo va effectivement quand même se coter aux États-Unis parce que là il y a une profondeur de marché formidable. Oui, puis bon, sur le Nasdaq, pour ce genre d'entreprise, il y a peut-être aussi une appétence qui est plus forte. Mais on voit l'attente qui a été la leur. La fourchette était de 23 à 26 $ dans un premier temps. Elle est montée à 29 $ et finalement on a appris cette nuit que la cotation se ferait à 31 $. C'est-à-dire qu'on est quand même sur une boîte qui va être valorisée 2 petits milliards de dollars. Criteo est un cas extraordinaire et un peu atypique. Et encore une fois, tant mieux. Et bravo pour eux. Maintenant, il y a tout un tas d'entreprises, peut-être pas aussi spectaculaires, qui pourraient avoir la même trajectoire. Simplement. Ne serait-ce que dans les objets connectés où pas mal d'entrprises françaises sont en pointe. Sans revenir à la bulle Internet de 2000 qui était peut-être atypique, mais enfin rappelons dans cette période-là, il y a quand même quantité d'ETI françaises, et Micropole en faisait partie, qui sommes allés sur le marché boursier, qui avons levé des capitaux et qui ont permis de nous développer en faisant peut-être x10 pendant cette période. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Le marché pour les PME ou ETI en France n'existe plus du tout. Alors, du fait du marasme économique, mais également du fait... Et des inventions comme le PEA pour les PME, ce genre de choses, ça fait quelque chose d'intéressant. Ça, c'est quelque chose de positif, on est bien d'accord, effectivement. On l'a salué, pas le contre-message qu'on a vu. Oui, ou sur la taxation
d'indexation ou quoi que ce soit. Voilà, ils ont reculé sur le PEA. Mais aujourd'hui, on sait très bien qu'un épargnant, il a 10 fois plus intérêt à acheter une place de parking ou un studio ou ce qu'il veut dans l'immobilier qu'à aller investir dans une société boursière. La taxation est la même et le risque est 10 fois plus important. Donc là aussi, on n'a pas du tout orienté l'épargne vers la création de valeur. Est-ce que vous sentez une forme d'appétence de certains de vos collègues dans votre secteur à retourner vers la bourse? C'est vrai qu'en France, on n'en entendait plus beaucoup parler. Là, on a Blue Solution, on a Numéricable. Oui, alors là, c'est pas les secteurs. En même temps, Numéricable, c'est peut-être un cas encore à part. C'est des cas à part. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas d'appétence en bourse, le marché n'existe pas. Emmanuel, ils n'ont pas reculé complètement, ils ont reculé sur le fait de la rétroactivité. Mais au départ, le contrat du PEA, c'était qu'il n'y avait pas d'impôt si on s'investissait longtemps. Inventé par Pierre Bérégovoy. Et donc, là, la c'est un grand homme. Elle est bien en place pour maintenant. Hein, c'est-à-dire qu'on a simplement dit, on va pas vous prendre les X années. On va pas vous prendre tout sur les X années. Il y a quand même un certain nombre de taxes qui sont sur les périodes précédentes. Et même à l'époque Roosevelt, la pire époque aux États-Unis pour la fiscalité, et on n'avait pas augmenté trop la fiscalité sur les plus-values. Donc, or, n'oublions pas qu'en France, la fiscalité sur les plus-values, elle est passée à celle de la tranche marginale sur l'impôt sur le revenu, ce qui est probablement un contresens économique. C'est-à-dire qu'on éloigne les épargnants de l'investissement. Alors après, on invente comme toujours des petites niches, et puis après, on prend un air effrayant en disant mais comment il y a des niches? Mais oui, ils venaient de les créer. Ah bon, on les enlève. De toute façon, chez nous, c'est un impôt 3 niches. Donc Charles Gave. Mais écoutez, c'est tout simple. Pour fouiller une épargne, il faut que la rentabilité sur vos investissements soit supérieure au coût des emprunts que vous pouvez souscrire pour acquérir cet investissement. Or, aujourd'hui, prenez le cas de la France, le taux de croissance du secteur privé en France a été à peu près entre 0 et -1 depuis 5 ans. Bon an, mal an. C'est-à-dire que le secteur privé en France s'est développé de -1 à -2%. C'est-à-dire que le secteur privé est en contraction structurelle. Les taux d'intérêt pour l'État sont aux alentours de 2%, c'est-à-dire pour le secteur privé, ça doit être au moins 3 ou 4. Quel est l'imbécile qui va emprunter à 4 pour investir à -1? Il faut quand même se rendre compte qu'aujourd'hui, le secteur privé français est en train de crever, comme l'a fait le secteur espagnol, comme l'a fait le secteur italien, et que nous sommes fonctionnant en France, en fait. Fonctionnant en France. Je ne parle pas des entreprises françaises cotées à Paris et qui vivent à l'étranger, qui ont compris ça il y a très longtemps. Les grosses PME en France ont des marges qui sont la moitié de celles des entreprises en Allemagne. Charles souligne un point très important. C'est parce que vous vous souvenez, on a toujours la polémique sur les dividendes du CAC 40. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises sur le territoire français n'ont pas une rentabilité extraordinaire, voire globalement par définition. Mauvaise, la moitié de celle des Allemandes. Oui. C'est même plus que ça. Hein. Il y a 10 points d'écart globalement. Enfin, dans le secteur que je connais le plus, les Allemands sont à 12-13 de rentabilité. Et en France, là, en tout cas, les années en ce moment, on est à 2-3, 2-3-4. Et beaucoup moins que l'Angleterre. Ouais. Donc, ce qui est difficile, c'est que le grand public se dit mais non, les entreprises marchent bien parce qu'on souligne à juste titre le succès de tel ou tel ou du Criteo, et on va peut-être que après sur Criteo on va pas commencer par dire que c'est bien, puis on va dire combien gagne Monsieur Rudel. Donc il suffit d'aller regarder dans le document de la SEC, il a gagné l'année dernière 1 900 000 euros et 225 000 à titre purement de salaire, le reste était... Et après, on va dire voilà, il a fait un patrimoine du temps. Mais c'est bien que les gens arrivent à développer des grands succès. Il faut continuer à donner envie d'entreprendre en France. Et ça c'est certain. De toute façon, sera à suivre cette introduction en bourse de Criteo, sera en direct sur BFM Business, on sera notamment en direct avec Monsieur Rudel, donc le patron et fondateur de Criteo, au cœur d'Intégral Bourse tout à l'heure. Vous parliez là des entreprises, des résultats. Il y a Target qui va être autre très belle entreprise qui va arriver. Vous parliez là des résultats des entreprises françaises. On a vu ces derniers jours pas mal de profit warning, notamment à cause d'échanges, à cause notamment du fait que semble-t-il elles n'avaient pas toutes prévu une réévaluation assez importante des monnaies émergentes. Est-ce qu'il faut s'inquiéter, Christian Poyot, de la force de l'euro? Hier, Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, était devant le MEDEF et a fait toute une longue diatribe sur il faut baisser de 10% le Oui, c'est certainement un sujet, notamment les sociétés industrielles, mais excusez-moi, c'est pas le sujet principal. Moi, je suis terriblement agacé à chaque fois qu'on sort des sujets principaux. On vient nous parler du financement, on vient nous parler du cours de l'eau, ça. Le coût du travail, le droit du travail, le temps de travail, c'est ces trois sujets qu'il faut traiter. Les autres sujets sont certes importants, les Allemands vivent très bien avec, d'accord, d'autres pays se développent aussi, donc c'est quand même pas le cœur du sujet. Moi, je reste désolé, je reste vraiment focusé sur les trois points principaux. Tout ce qui est à côté, pour moi, c'est faire un peu de la fumée et parler des sujets annexes. Charles Gave, sur le coût de l'euro est trop cher?
L'euro, c'est un prix de marché, donc si vous voulez, il est ni trop cher ni pas trop cher. C'est le prix que le marché met aujourd'hui sur l'euro, qui est probablement aussi une fonction de ce qui s'est passé aux États-Unis, une perte de confiance sur le dollar. Mais je voudrais dire quelque chose d'assez simple, encore une fois, en tant que financier. On est en train de forcer un certain nombre de grands systèmes bancaires à se rétrécir de façon prodigieuse entre les accords de Bâle 3, etc. Ces systèmes bancaires, comme le système bancaire français, avaient des actifs très importants à l'étranger. C'était les grandes banques françaises qui finançaient le commerce international, par exemple. À partir du moment où vous forcez ces banques à augmenter leur capital et ou à rétrécir leur bilan, elles vont rétrécir leur bilan, donc elles vont vendre les actifs à l'étranger. Elles vont faire rentrer l'argent en Europe. Et elles vont acheter des obligations d'État françaises, puisqu'il n'y a pas de réserve obligatoire sur les États françaises. Ce simple phénomène de contraction des banques extérieures qui ramènent leur fric en France va faire monter l'euro. Ça n'est qu'une preuve de plus de la déflation qui existe en France. C'est ce qu'on a connu en 1934 avec Rueff. Monsieur Trichet a imposé une déflation à la France qui a tué l'économie française depuis 20 ans, et ça continue. Donc si vous voulez, moi j'ai dit quand l'euro a été créé, j'ai dit l'euro va créer trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Effectivement, la balance commerciale européenne est en train de s'accroître positivement. Par dépression chez tout le Sud. Voilà. Du coup, l'euro est très fort et l'euro suit la pente du Deutsche Mark. C'est-à-dire que c'est très intéressant. Si vous faites une droite de régression depuis 30 ans, l'euro, ça suit le Deutsche Mark. Et alors, ça pose des questions, en tout cas pour la France, d'adaptation très fortes. Et donc, ça souligne encore une fois les questions que vient de poser Christian. C'est si on ne s'adapte pas notre appareil, là aussi, cette déflation dont parle Charles va nous en. En fait, on ne peut pas avoir une monnaie forte si on n'a pas énormément de flexibilité dans les marchés du travail. On ne peut pas. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, on a une contradiction extraordinaire entre la France bénéficie d'une monnaie forte et n'a aucune des caractéristiques d'une monnaie forte. Donc, si vous voulez, s'il y a une contradiction. Quand Montebourg fait ses déclarations, ce qu'il essaie de passer comme message aux Français, c'est quoi? C'est le problème, enfin un des problèmes, c'est ça, c'est l'euro fort. Mais on raconte des histoires. Enfin, je suis désolé, c'est pas ça le cœur du problème. Et on ment aux Français et on se cache derrière son petit doigt et on refuse de faire les vraies réformes. Il a fait aussi une politique anti-Angela Merkel hier. Il nous a fait une diatribe anti-Angela Merkel. Et ça, c'est un des points qu'il faut suivre de près parce que les Allemands étaient vraiment, je le répète, très silencieux au cours de cette année électorale chez eux, qu'ils soient SPD ou qu'ils soient chrétiens démocrates, leur position est quand même très stricte sur les finances publiques. N'oublions pas qu'en allemand, dette, ça veut dire péché. Donc, nous ne verrons pas d'un bon œil le fait qu'on continue l'augmentation de l'endettement et des déficits en France. Et donc, priorité à l'adaptation, à la flexibilité. Allons sur les vrais sujets. Charles Gave, est-ce qu'il faut attendre quelque chose des États-Unis? Réunion de politique monétaire aujourd'hui encore du côté de la Fed, ça va se terminer. A priori, à moins de changer une virgule dans un paragraphe, il ne devrait pas y avoir une révolution. Écoutez, ça fait très longtemps que je dis que la politique des taux d'intérêt réels négatifs aux États-Unis va empêcher toute croissance. Puisque, automatiquement, quand vous avez des taux d'intérêt bas, vous amenez une très mauvaise allocation du capital. Des gens qui ne devraient pas avoir accès au capital y auront accès, survivent alors qu'ils ne devraient pas survivre. Et donc, ça fait des années que je dis que la politique monétaire du Fed va nous amener dans une dépression. Puisqu'on va vers un ralentissement perpétuel de l'économie par une allocation du capital qui ne cesse d'être de plus en plus mauvaise. L'idée keynésienne qu'on arrive à la croissance par l'euthanasie du rentier est une imbécilité. Donc, ce que j'essaie de dire aux gens, c'est n'attendez rien de la politique de la Fed, puisqu'ils ont un software dans la tête qui est un faux software. Ils ne croient pas à la création destructrice, ils croient à l'État créateur de richesse et à la subvention par l'intermédiaire des taux d'intérêt. C'est quelque chose qui ne marche pas. Donc, concentrez-vous sur les entreprises qui marchent bien, mais surtout, n'attendez rien de la Fed, n'attendez rien du gouvernement américain, il n'y en a rien à en attendre. Christian Poyot? Oui, c'est comment dire, une politique qui est assez dangereuse à moyen terme. Enfin, on a l'impression d'une fuite en avant, c'est surtout ça le problème. Moi, je suis pas, j'ai moins la compétence financière que les autres personnes autour de la table, mais on voit bien, on va dans le mur, quoi. On refuse par rapport au quantitative easing de l'arrêter, donc ça crée encore plus d'inquiétude et surtout du frein dans les investissements. Et le mot de la fin, vraiment, Guillaume Dard. Et pour ce soir, on n'attend rien et les marchés seront quand même contents. Le moins on aura de nouvelles, le mieux ce sera. Et bien voilà, c'était le mot de la fin de Guillaume Dard, le président de Montpensier
Finance, société de gestion et de conseil en investissement, qui était l'un de nos experts aujourd'hui, tout comme Christian Poyot, le président de Micropole. On était également avec Charles Gave, le président de l'Institut des Libertés. Merci de nous avoir suivis sur ces experts et restez au bon endroit, restez sur BFM Business.